Allô? Monsieur Rayman? Oui, c'est bon, je suis connecté. Vous m'entendez? Oui, monsieur Rayman, c'est bon. Ok, pas de souci. Mais ça n'a pas encore commencé, en fait. Vu qu'on n'entend rien, c'est que ça n'a pas commencé. On va, dès lors que les problèmes de liaison pour ceux qui sont en distanciel sont réglés, on va commencer. C'est bon? C'est bon pour la connexion, monsieur? Oui, bonjour tout le monde. Nous allons commencer. On va attendre un petit peu pour ceux qui sont encore. On attend ce petit groupe-là et puis on commence. Président. Non, Monsieur le Président. la déclaration, c'est. Monsieur le Président. Avant le début des travaux, je souhaiterais faire une déclaration. Je suis à votre disposition pour que vous me donniez la parole, s'il vous plaît. Donc malheureusement, je vais être obligé de vous contraindre à Ouais, ne pas mais j'arrive parler, pas à parce voir que sinon tout le monde vous entend. ma mise à jour là. Oui, Madame Dozinc, avant qu'on commence, je vous donne la parole pour votre déclaration que j'ai reçue hier soir. Vous commencez quand vous voulez.
Est-ce qu'on peut commencer? Oui. Vas-y. Oui. Bonjour tout le monde, les membres du COPIL. Je souhaite faire une déclaration. Il y a quelqu'un qui parle? Non, c'est bon. Est-ce qu'on peut avoir un peu de silence? Il y a Madame Donsna qui intervient pour le front. Oui, j'interviens naturellement pour le front, Monsieur le Président. Vous savez que le front rassemble les partis politiques, les collectifs et les bénévoles de la société civile. Nous participons au COPIL en notre qualité de société civile. Nous déplorons aujourd'hui cette réunion du 14 octobre et presque à l'anniversaire de la réunion que le COPIL a eue en France avec le ministre des Outre-mer. La situation de la Guyane s'aggrave. Monsieur le Président n'est pas présent, mais il a été reproché, lui a été reproché de travailler tout seul. En effet, depuis octobre 2022, le gouvernement s'est retiré des discussions. Nous n'avons eu aucune explication. Et au surplus, vous avez mené des discussions avec nos camarades de la société autochtone et les Bushinengués seuls. Vous avez également mené des discussions avec la société, avec les socioprofessionnels tout seuls. Vous menez toutes les discussions seuls et aujourd'hui vous nous convoquez pour adhérer à des résolutions que vous avez fabriquées tout seuls. Alors, je pense que la situation de la Guyane est très grave. Que si en octobre 2022, nous avions continué le processus de discussion avec la France sur l'avenir de la Guyane et sur l'autonomie, je pense que nous n'aurions pas eu ce problème. Ce crash, on parle de crash d'Air Guyane. Je pense que toutes ces discussions auraient déjà abouti et que peut-être nous aurions pu préserver cet outil indispensable pour le désenclavement de la Guyane. Alors, en même temps, vous avez un calendrier. Vous nous avez convoqués aujourd'hui. Nous avons reçu ce calendrier. Vous avez eu des réunions bien longtemps avant. Nous nous demandions d'ailleurs si nous allions participer à la réunion de ce jour, mais nous demandons du respect envers tous les membres du COPIL. Nous demandons également de la transparence et un calendrier sérieux, parce que vous avez vu, le président de la République vous entend au tournant, parce que d'abord, il est allé en Nouvelle-Calédonie dire qu'il n'y aurait qu'une seule question qui serait posée pour la révision constitutionnelle. Ensuite, il est allé en Corse pour proposer une autonomie. Or, nous, depuis octobre 2022, nous sommes censés être en discussion avec le gouvernement. Eh bien, il n'y a rien de ce côté. Alors, c'est pourquoi les forces vives sont mobilisées depuis 2017. Nous avons participé aux travaux ensemble. Il nous semble surprenant que nous soyons écartés de tous les débats et qu'on nous rappelle aujourd'hui pour voter des résolutions qui ont été préparées, mais sur lesquelles nous avons des éléments à apporter et que vous avez d'ailleurs dans le projet Guyane, puisque pour nous, le projet Guyane est toujours la base de discussion avec le gouvernement. Je vous remercie. Merci, Madame Donsnac. Je ne ferai pas de commentaires sur vos propos. Ce sont des jugements que vous portez. Donc, on va continuer nos travaux. Je vais demander à Mme Vernet si elle peut faire l'appel. Juste avant, pour vous dire que nous accueillons aujourd'hui quand même deux entités nouvelles qui sont représentées. Alors, les entités qui sont là au COPIL, c'est le mouvement Nonophile Guyane. Est-ce qu'ils peuvent se... Oui. Et qui est-ce Oui. Oui, alors, Serge Robinet, c'est ça? Serge Robinet et...
Et Achille Armand. Très bien. Et le nom du parti, c'est Mayuri Nonofi. Ah, Mayuri Nonofi. Ok. D'accord. Et ensuite, nous avons le mouvement Eden, mouvement pour l'émancipation pour le développement endogène de la Guyane, qui est représenté par Madame Jessica Delarenée. Merci. Et accompagné de... Très bien. Bon, ben voilà pour ces présentations de ces deux nouveaux membres du COPIL. Je demanderai à Madame Vernet de faire l'appel des présents. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le collège des élus locaux, collectivité territoriale de Guyane, Monsieur Gabriel Serville, excusez, Roger Aron, Isabelle Vernet, présente, Jean-Luc Leveste, Christiane Barbe, absente, excusez, Samantha Syriac, Enrico William, Boris Chongsit, absence excusée, Rodolphe Alexandre, absence excusée, Serge Smock, absent. Patrick Lecante, Sophie Charles, Jean-Paul Ferreira, François Ringuet, Céline Régis, Georges Elfort, Michel Mendes, Association des maires de Guyane, Michel-Ange Jérémy, Laurent Yawalou, Collège des parlementaires, Sénateur Georges Patient, Marie-Laure Finera-Horte, Jean-Victor Castor, et Éline Grand-Émile. Davy Riemann. Présent. Collège des chambres consulaires, Karine Sinaï Bossou, Joël Prévost-Madère. Présent. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Madame Madère. D'accord, présente. En audio. Oui. Albert Siong, Jean-Yves Tarcy, Vernita Chérubin, Dominique Mangal, Léonard Ragnaut, Collège des conseils consultatifs, Ariane Fleurival, Jean-Marc Aimable, Bruno Apouillou, Silvio Van der Pide, Christophe Pierre, Patrick Cossé, absence excusée, Patrick Lecante, le Collège des partis politiques, Patrice Cataillé, Roland Léandre, Fabien Canavi, Anaël Metzger. Par qui? Oui, ok, je vois. René-Serge Avril et Léo Myrto. Jean-Yves Mirakoff.
Fabien Covis. Jean-Philippe Delors. Philippe Ménard. Aminata Palude. Lynn Létard. Christian Portos. Paul Tarcy. Monique Gouard. Jérôme Arbour. Philippe Bouba. Erika Tarade. Yari Contou. Marilyn Leuilly. Cap 21. Il y a quelqu'un? J'ai marqué Cap 21, il n'y a pas de... Bon. Jean-Marie Taubira. Collège de la société civile. Lucie Louz-Donznac. Fabien Canavi. Mylène Mathieu. Antoine Verderosa. Yvan Goua. Présente en audio. Merci. Olivier Goudet. Excusez. Davy Riemann. Oui, présent. Michel Hippolyte. Joël Obi-Wan. Evelyne Valère. Éric Louis. Manuel Jean-Baptiste. Serge Romney. Alors, Serge Romney, oui, il est présent. Et j'ai Marie-Ange Chenière. D'accord. À la place de Marie-Ange Chenière. Nelly Saint-Louis. Sandra Régis. Mongénie Michel. Alphonsine Servet. Jessica Delarrenée. Personne qualifiée, Antoine Caram. Très bien, j'ai terminé l'appel. Merci. 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 Il y a un micro qui est ouvert. Oui, c'est encore une déclaration? Ben oui, mais il fallait le demander comme ça dès Madame Donznac, j'aurais donné tout de suite. Mais allez-y. Bonjour à tous. Donc, j'ai deux observations à faire, enfin, une information. Le président, M. Michel Jérémy, s'excuse parce qu'il avait demandé le lien, il ne l'a pas reçu. Donc, c'est pour cela qu'il n'est pas présent ni en visio. Voilà. Non, là, du coup, il est parti sur d'autres missions. Ça, il est maire d'une commune, donc l'ordre d'arrivée n'attend pas, il y a en permanence. Et puis, deuxième chose, c'est concernant la composition du COPIL. Moi, je suis au COPIL sur le collège de l'association des maires, pas de l'EPCI. Donc, sur le PCI, la suppléante de M. Renguet, c'est Mme Jacaria. Voilà. Et moi, c'est sur le collège de l'association des maires avec le collègue Félix Dada, normalement. Et on ne retrouve pas nos noms sur la liste. Donc, c'est pourquoi j'ai mis AMG à côté de ma signature. Merci. Voilà, Président, c'était tout. Merci, Madame le maire.
Donc, tout d'abord, je tenais à excuser le président Serville qui, ce matin, a dû se rendre à Saint-Georges pour une rencontre dans le cadre de la coopération avec le gouverneur d'Amapa. Donc, je ne sais pas si en cours de réunion, il aura le temps de revenir. Mais sinon, voilà pourquoi il est absent. Alors, le Congrès de la Guyane a statué sur 10 résolutions consécutives d'un projet de document d'orientation sur l'évolution statutaire de la Guyane. Je vous rappelle que le document d'orientation a pour vocation de formaliser l'expression de la volonté politique du corps social guyanais sur notre demande d'évolution institutionnelle de notre pays. Lors de ce congrès, 3 résolutions n'ont pas abouti. Ça concerne l'une aux ressources financières et fiscales, une autre à la représentation des populations autochtones et bushinengués, et une sur la consultation, c'est-à-dire sur le corps électoral. La validation par le prochain congrès, après examen, et j'insiste, Madame Donsnac, après examen de ce COPIL, constitue un impératif pour la finalisation de ce processus. Donc c'est ce que nous allons examiner, ces trois propositions non abouties. Donc il a fallu avoir des séances de travail de façon à déblayer le terrain pour venir vous le présenter ce matin. Alors, nous avons mis en place, après le congrès du 13 mai dernier, un calendrier, une procédure, une méthode sur les travaux complémentaires en vue de soumettre à l'examen du COPIL des nouvelles propositions de résolution acceptables par les parties concernées. S'agissant de la ressource financière et fiscale, le collègue Jean-Luc Lévesque et également Madame Darmagy interviendra tout à l'heure pour le compte-rendu. Concernant la représentation des populations bushinengués, il y a eu une séance de travail animée par le collègue Aron, Roger, moi-même, assisté de l'AMO, qui s'est tenue le 11 septembre 2023 à Saint-Laurent, avec un groupe de travail dont M. Apouyou a constitué la délégation. Donc il y avait M. Bruno Apouyou, M. Jean Moumou, M. Joseph Ateni, M. Léna Ikadan, M. Abienso et M. Félix Dada. Le rapporteur de ces travaux, ça sera M. Apouyou lui-même. Vous allez faire un tandem avec l'AMO sur la résolution que nous allons vous proposer, en tout cas de ce qui est ressorti de la demande des peuples bushinengués. S'agissant de la représentation des peuples autochtones, nous avons tenu 4 séances de travail. À Saint-Laurent, les 18 et 27 et le 2 octobre. À l'hôtel territorial entre le groupe de travail représentant les nations autochtones et les élus de la CTG en présence de l'AMO. Les travaux n'ont pas abouti. Ils se poursuivent en vue de la finalisation d'une nouvelle proposition de résolution dans les délais compatibles avec son examen par le COPIL et sa transmission aux élus du Congrès qui se tiendra le 2 décembre. Pour cette nouvelle proposition de résolution relative à la consultation,
Elle en résulte de la mise en perspective de notre demande d'inscription de la Guyane dans la Constitution, d'une part, dont je note des avancées pour la Corse suite à la déclaration du président de la République sur l'inscription de l'autonomie de la Corse dans la Constitution, et d'autre part, l'analyse des dispositions de la Constitution sur notre demande d'évolution. Il est clair que la déclaration du président ouvre un champ de possibilités possibles pour la Guyane. Je rappelle qu'une réunion de travail s'est tenue le 9 septembre 2023 sur ce sujet. Alors, je vous présenterai le compte-rendu de la séance de travail qui a eu lieu pour cette nouvelle proposition et qui a été établie lors de cette réunion. Je vais passer tout de suite concernant la première, puisque nous avons quelqu'un de la MO qui est aussi en audio. Donc, Jean-Luc, pour la question de la proposition financière et fiscale, la parole est à toi. Alors, merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste rétablir un certain nombre de choses. Les travaux suite au congrès du 13 mai 2023, où le monde économique avait fait valoir ses inquiétudes sur les propositions qui avaient été faites et qui se trouvaient dans le document d'orientation d'une évolution statutaire. Le président en séance, souvenons-nous, vous m'entendez mal? Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Le président, souvenons-nous, avait émis le besoin de confier au pôle économique la rencontre avec les socioprofessionnels pour pouvoir effectivement répondre à un certain nombre d'interrogations de l'économie guyanaise. Ces travaux ont été menés avec une certaine méthodologie, mais surtout avec un axe bien précis. C'est que ces travaux soient menés, ces travaux soient présentés à l'exécutif, puis présentés aux représentants nationaux c'est-à-dire les députés sénateurs, ce qui a été fait, et bien sûr proposés au COPIL, ici présent, à qui il appartiendra de présenter une résolution modifiée de ce qui avait été fait. En aucun cas, nos travaux allaient jusqu'à cette dernière phase, puisque ce sont juste des travaux de relevé d'informations, d'échanges avec le monde économique, permettant effectivement de pouvoir recueillir, rassurer. Alors, dans ces travaux, premièrement, lors d'une première réunion qui s'est tenue le 17 mai 2023, il était important de rappeler, je dirais, les questions dogmatiques, la volonté globale du Congrès, à 2 reprises, de vouloir aller vers cette révolution institutionnelle, ce que le monde économique n'a pas relevé, n'a pas commenté, et auquel ils se sont effectivement réservé le droit d'écouter et surtout d'abonder. Leur seule question essentielle, c'est de savoir qui allait financer économiquement cette évolution statutaire. Et leur crainte, à juste titre sans doute, c'était d'imaginer que ça n'allait pas être uniquement le monde économique qui allait pouvoir financer, et je vous rappelle que nous étions sur un chiffre au départ d'1,6 milliard, et de savoir où nous pourrions effectivement trouver, ou quelles sont les pistes pour pouvoir financer ce 1,6 milliard. Alors, le 17 mai, lors de cette première rencontre, il a été établi un certain nombre, je dirais, une certaine méthodologie et un certain nombre de sujets et d'ateliers qui se sont composés de cette manière. Le premier atelier, c'est sur la fiscalité et le budget de la collectivité autonome, qui a été organisé le 1er juin 2023. Ensuite, lors d'une réunion du 4 juillet 2023, le financement de l'économie guyanaise dans le cadre, bien sûr, de cette collectivité autonome. Et puis, le 5 juillet, nous avons abordé le financement de la politique sociale dans le cadre de la collectivité autonome. Et nous avons voulu volontairement élargir le débat aux représentants des salariés qui a pu aussi nous apporter un certain nombre d'éléments dont on va vous faire cas à l'instant.
Alors, la composition, je l'entends, j'ai écouté ce que disait Maître Lonsnide il y a un instant, c'est de dire effectivement que peut-être que l'ensemble du COPIL n'a pas été associé. Mais je rappelle que c'était une réunion de travail, ce sont des échanges, c'est un relevé d'informations, et en aucun cas la rédaction d'une résolution. C'est très important pour nous. Il appartiendra, et je le rappelle, à ce COPIL de pouvoir en décider, de diriger et d'orienter véritablement les fruits des travaux qui ont été fournis. Alors, lors de cette première réunion, donc bien sûr, comme je vous le disais, le premier sujet, c'est la collectivité autonome en Guyane doit s'assurer de sa capacité financière et des besoins pour son territoire. Je rappelle que le document d'orientation de l'évolution de la Guyane vers un statut de collectivité autonome est a priori un besoin d'1 milliard suisse par an à moyen terme. Ce montant est évalué en partant de mise en œuvre de 4 types d'actions. Alors, je vous les détaillerai dans un instant. La première, c'est la réappropriation des recettes. La deuxième, l'optimisation de ces recettes, la refonte de ces recettes et la création de recettes. Alors, sur la réappropriation des recettes, Madame Darmagy, qui m'accompagne, je crois qu'il ne nous entend plus. Je vous demanderai juste un instant. C'est votre micro qui n'est pas ouvert, madame. Ou sinon, je continue tout seul. Je vous en prie, on vous écoute, on vous entend. Je vous prie de m'excuser. Oui, vous nous entendez ? Oui, nous on vous entend. Remettez votre son parce que j'entends rien. D'accord, mais nous on vous entend, vous nous entendez. Attendez. Est-ce que vous m'entendez là maintenant ? Oui, parfait. Voilà, merci beaucoup. Alors nous étions sur la première partie, je le répète, sur la capacité à financer les besoins du territoire. Et la première partie, j'avais rappelé les 4 thèmes qu'il avait abordés dans cela. C'est la réappropriation, l'optimisation, la refonte et la création. Et nous vous écoutions sur la réappropriation des recettes. Je détaille donc. Oui, donc le premier point qui est ressorti des débats et des échanges avec les acteurs socio-économiques, c'est le premier point, c'est celui de la réappropriation, donc de la fiscalité directe, qui est estimée aujourd'hui environ à 123 millions d'euros, mais qui peut être très largement optimisée, notamment par la lutte contre l'informel, qui est un peu un thème transversal de nos échanges, et aussi et surtout l'accroissement des compétences et par extension celui du potentiel fiscal en Guyane. Le deuxième point de réappropriation qui est ressorti, c'est celui qui concerne le domaine dit privé de l'État, puisque c'est ainsi qu'il se nomme, curieusement, qui concerne à la fois le foncier, bien entendu. Donc, se réapproprier le foncier, c'est aussi se réapproprier peut-être une partie de la taxe foncière, voire la développer. Le développement, et qui permettrait aussi de développer des activités économiques, notamment autour de la question du bois, du BTP par extension, de l'exploitation aurifère, pour laquelle l'estimation de la base taxable, pas des revenus, est faite à hauteur de 700 millions d'euros à ce jour par les acteurs. Enfin, le troisième point concernant la réappropriation des recettes, c'est celle de l'évolution du régime des droits maritimes sur l'espace maritime guyanais et la ZEE, qui permettrait également d'élargir l'assiette de taxation de la pêche, notamment, puisque les acteurs estiment que aujourd'hui à 100 millions d'euros, l'assiette taxable qui échappe à l'impôt à travers la pêche illégale. La réappropriation du régime, l'évolution du régime des droits maritimes ouvrirait également des opportunités concernant l'exploitation pétrolière. Voilà pour le premier point. Sur l'optimisation, vous pouvez continuer. Alors, l'optimisation des recettes, elle consiste notamment à optimiser la recette de fiscalité indirecte, donc assise sur la consommation. Je pense que chacun de vous connaît l'octroi de mer, qui pour l'instant ne touche que les biens, qui pourrait être élargi aux services.
une estimation a été faite il y a quelque temps, c'est vrai, par les services de la collectivité, à hauteur d'un revenu de 60 millions d'euros de recettes supplémentaires. À mettre toutefois en réserve, puisque l'élargissement de l'assiette conduirait à diminuer le taux de taxation moyen, donc ça ne serait peut-être pas 60 millions supplémentaires, puisque les recettes sur les biens diminueraient mécaniquement. Et ferait donc que l'octroi de mer pèserait moins sur le fameux pouvoir d'achat des ménages. Dans tous les cas, il s'agirait quand même globalement d'augmenter la recette tout en pesant moins. Deuxième source, elle est citée notamment dans le projet de résolution qui vous avait été soumis, c'est celle de différentes taxes, dont la taxe sur les profits immobiliers qui représente au total aujourd'hui 153 millions d'euros, mais qui pourrait être optimisée grâce à un encadrement normatif efficient et cohérent avec la situation de la Guyane. Donc dans les échanges qui ont suivi ensuite, nous avons dû aborder la refonte, parce que forcément, nécessairement, il est important effectivement de relever l'optimisation, mais pour cela, il nous oblige à refondre notre modèle de recette. Voilà. Donc, refonte à travers notamment une dotation globale de compensation qui est repensée, à travers évidemment le transfert des charges, de certaines charges. Aujourd'hui, cette dotation, ce transfert, on l'a estimé à minima, puisqu'on s'est limité à quelques domaines, à vous, évidemment, acteurs économiques et politiques de la Guyane, de décider de quel domaine vous voudrez vous emparer complètement en termes de charges, mais à minima à 80,63 millions d'euros à ce jour, qui pourraient bien entendu être augmentés. Il s'agit aussi d'envisager la mise en place d'une dotation territoriale d'investissement, un peu sur le modèle de la Corse, si je ne me trompe pas, qui est estimée et qui pourrait s'élever à 2 milliards d'euros. Donc, le quatrième point, c'est forcément, pour pouvoir atteindre effectivement ce milliard 6, il nous impose de créer, de créer de nouvelles recettes. Voilà, donc on a vu. Ce qui est ressorti des débats, c'est une rétribution plus juste et proportionnée de la part de la Guyane, notamment dans les absorptions de gaz à effet de serre, notamment au titre de la finance carbone, part qui est estimée par les acteurs à ce jour à 20 milliards d'euros et qui n'est aujourd'hui pas directement encaissée au bénéfice de la Guyane. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que à pression fiscale constante pour les acteurs du territoire, un total de 1 548 000 euros pourrait être mobilisé à l'horizon 2040 en tenant compte des seules évolutions démographiques. Ce niveau pourrait être atteint avant 2040 dans la mesure où le PIB par emploi dans le potentiel fiscal guyanais augmente plus rapidement grâce à la création de richesses et de l'emploi. Alors ça, c'était bien sûr pour cette première rencontre. Une deuxième rencontre a abordé le sujet, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le financement de notre économie. Parce que, comme nous le savons, nous avons un certain nombre d'instruments bancaires et financiers. La collectivité territoriale participe aujourd'hui jusqu'à 111 millions d'euros. L'État, l'Union, pouvez-vous, Madame Darmagy, nous donner un petit peu plus de détails sur chacun de ces points ? Bien, donc en termes d'instruments bancaires et financiers, grâce à une étude commanditée par la collectivité très récente, nous savons que ces instruments fournissent environ quelques 350 millions d'euros par an au dispositif, à l'économie guyanaise. Elle estime toutefois qu'il en manque à peu près l'équivalent, c'est-à-dire 326 millions. La CTG, comme vous le disiez, contribue à hauteur de 116 millions, ce sont les chiffres 2022-2023, à son économie, au financement des entreprises directement. L'État intervient au travers de différents plans et outils fiscaux dont il est très difficile de faire la somme,
puisque, comme vous le savez, les plans de l'État se financent les uns les autres. Donc ces montants ne sont pas cumulables, hein. On cite notamment le plan de relance, 250 millions, le contrat de convergence et de transformation, 489 sur 7 ans, 489 millions, l'aide à l'investissement dans l'outre-mer, dit plus communément défiscalisation, 36 millions d'euros accordés en 2022, dont seulement 22 ont été effectivement mobilisés, et un taux majoré du crédit d'impôt recherche en faveur des entreprises, etc. Donc, un certain nombre de plans et d'outils qui sont financés par l'État. Enfin, en premier lieu, d'ailleurs, on a le financement fourni par l'Union européenne, donc 630 millions d'euros au titre des FESI, donc les fonds européens structurels et d'investissement, pour la période 2021-2027 que vous venez de contractualiser, donc, auxquels s'ajoutent les contreparties nationales pour un montant de 170 millions d'euros, sachant qu'une partie de ces 170 millions d'euros proviennent de l'État, donc d'une partie des chiffres que je fournis précédemment. 83 millions d'euros sont également disponibles, mais qui sont gérés directement par l'État au titre du FSE+, et une partie du programme POSEI bénéficie à la Guyane. À notre avis, c'est l'avis du bureau d'études, de manière vraiment très résiduelle et ce que nous avons du mal à comprendre, puisque en 2021, la Guyane n'a bénéficié que de 2,14% des mesures territorialisées, soit environ 7,5 millions d'euros sur un budget total de 350 millions au niveau du POSEI, donc ce qui est très marginal. Enfin, on rappelle quand même la contribution du CNES pour la période 2021-2027 pour un montant de 22,78 millions d'euros. Voilà. Donc, alors ces financements, bien sûr, viennent aujourd'hui abonder et sont de pistes, je dirais, de financement. Ce ne sont pas des pistes, ce sont des pistes actuelles de financement de notre économie. Mais le financement, quoi qu'il est très important et je pense qu'il doit être maintenu, maintenu ou du moins à moyen terme. Alors, mais néanmoins, il est très largement insuffisant et qu'il est important qu'aujourd'hui, que nous ayons d'autres sources d'alimentation, d'autres sources qui nous permettent aujourd'hui, comme nous l'avons pu dire tout à l'heure, si les financements de l'Europe sont aujourd'hui sont ce qu'ils sont, mais ils pourraient être supérieurs si on allait chercher un certain nombre de taxes et de revenus qui nous sont aujourd'hui dédiés et qui pourraient être ciblés sur notre territoire. La Guyane autonome devra établir un mécanisme permettant de bénéficier de dérogations appropriées, car effectivement, si nous bénéficions de fonds européens, cela s'accompagne de normes qui étouffent régulièrement nos entreprises et qui ne nous permettraient pas. Donc il nous appartiendra, quoi qu'il arrive, d'avoir une négociation beaucoup plus restreinte avec le système européen, nous permettant aujourd'hui de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'aides au développement sans pour autant être étouffés par des normes. Le dernier point est un point relativement important pour notre économie, c'est la partie, je dirais, du financement du modèle social. Je rappelle qu'en 2017, la France hexagonale, grâce à des prestations sociales de 730 milliards d'euros, le taux de pauvreté est contenu pour la France hexagonale entre 22 et 14%. Alors qu'en Guyane, malgré les contributions publiques élevées, le taux de pauvreté se situe aux alentours de 53%, c'est le chiffre relevé en 2022. On observe ainsi un système social français appliqué en Guyane qui a peine à contenir le niveau de pauvreté car il est mal adapté aux réalités sociétales et en particulier à la démographie de la Guyane. La décomposition comparée des prestations sociales dans le revenu disponible et des mélanges illustre, l'écart de situation. Alors, si vous voulez, on va vous développer un petit peu l'étude qui a été faite grâce aux échanges sur la précarité, sur l'éducation, vous me le permettrez, sur la formation et bien sûr sur l'emploi, Madame Darmagie. Oui, donc effectivement, on voit bien que malgré des prestations sociales élevées, le niveau de pauvreté ne diminue pas, n'est pas suffisamment contenu, alors qu'en France, ces prestations ont un véritable impact sur l'abaissement du taux de pauvreté. Alors, à bien des égards, pourquoi ? Parce qu'à bien des égards, la Guyane se singularise. En termes de précarité, près de 70% des ménages guyanais perçoivent des allocations familiales contre 20% en France. On voit bien que les situations sont très dissemblables.
Près de 15% de Guyanais, donc plus précisément plus de 15% des Guyanais bénéficiaient de prestations de précarité contre 9,3% en France hexagonale. Donc si en 2013, on est désolé de l'ancienneté de ces chiffres, mais c'est très difficile à actualiser, ce sont 183 millions d'euros qui ont été versés à 36 000 familles guyanaises, principalement par le biais des allocations familiales. On voit bien que malgré ces montants qui ne sont pas négligeables, le taux de pauvreté reste insupportablement trop élevé. En termes d'éducation, la Guyane affiche une insuffisance d'infrastructures scolaires, impliquant des taux de remplissage de 140 à 150% dans certains établissements, malgré les efforts de construction de ces établissements. Mais on note aussi un manque d'adéquation entre leur implantation et les lieux où les besoins de scolarisation sont croissants, des difficultés d'inscription scolaire pour de nombreuses familles, notamment pour celles qui vivent dans des lieux d'habitat éloignés, enclavés ou informels. On note aussi que la durée, le coût, la dangerosité des transports scolaires sont des facteurs d'absentéisme et de décrochage. Enfin, l'absence de restauration scolaire dans un grand nombre d'établissements constitue une carence grave sur le territoire où de très nombreux enfants vivent sous le seuil de pauvreté et sont scolarisés à distance de leur lieu de résidence. Donc, face aux défis liés à l'accès à l'école des enfants en Guyane, s'ajoutent de multiples facteurs venant dégrader le système éducatif dans cette académie. En effet, la Guyane fait face à un manque structurel d'enseignants titulaires ainsi qu'à une difficile prise en compte de la diversité linguistique et culturelle. 70% des enfants n'ont pas le français pour langue maternelle. En termes de formation, malgré l'existence d'une université en Guyane, dont je pense chacun de vous est assez fier, on constate que beaucoup de jeunes partent en formation dans l'Hexagone pour souvent ne plus en revenir. Là, nous avons fait référence à une étude de M. Claude Valentin-Marie qui identifie un redoutable processus de sélection entre ceux qui partent et ceux qui restent et ceux qui reviennent. Donc un enjeu important qui fait dire que, à la différence de leurs aînés, les jeunes Guyanais d'aujourd'hui s'installent durablement dans l'Hexagone. Plus ils sont diplômés et plus ils ont tendance à y rester. Donc leur départ et leur non-retour constituent un véritable défi pour le développement économique de la Guyane en particulier, pour les DOM en général et pour la Guyane en particulier, puisque ce sont, comme on l'explique depuis le début de cette présentation, c'est bien le niveau d'éducation, de compétences qui déterminera aussi le potentiel fiscal, donc la richesse du territoire. En termes d'emploi, enfin, malgré une contribution non négligeable de l'État, dont on cite notamment les exonérations de charges de cotisation sociale et patronale de la sécurité sociale, ce qu'on appelle la LODEOM, 20,7 millions d'euros en 2022 ont bénéficié à la Guyane. On observe immanquablement et durablement un manque d'adéquation entre la demande et l'offre d'emploi. On observe également des niveaux de salaire très contraints par la situation précaire des TPE, PME guyanaises qui sont l'essentiel de votre tissu économique. La plupart indiquent qu'elles ne peuvent s'aventurer à proposer des salaires plus importants puisqu'elles-mêmes, elles ont un manque de visibilité de trésorerie à plus de 6 mois. Donc elles sont incapables de payer les compétences qui leur seraient d'ailleurs nécessaires à hauteur compte tenu de leur situation de trésorerie. Donc il est important de dire que cette future collectivité autonome de Guyane doit s'attacher à maintenir les minima et le niveau de prestations sociales actuelles, tout en donnant pour objectif d'en abaisser les besoins pour la création de richesses par l'évaluation des niveaux de vie et l'évolution des niveaux de vie de plus en plus importante et structurelle sur notre territoire. Il est important aussi de noter qu'en ayant un tissu économique composé de TPE qui représentent à peu près 92% de nos entreprises sur le territoire, ce n'est pas suffisant. Il est important que nous ayons des entreprises beaucoup plus grosses, beaucoup plus fortes, avec des réseaux qui fonctionnent et qui permettent à ces entreprises de véritablement être des vecteurs de richesse, des vecteurs de richesse et des vecteurs surtout d'emploi.
et pour pouvoir faire abonder et évoluer notre niveau d'accompagnement social. Alors ce niveau d'accompagnement social, lors de notre réunion de travail, il a été proposé aussi bien par le monde économique que par le monde politique présent et les services qui nous accompagnaient, c'est de dire comment on pourrait le faire. C'est une proposition, et je le dis encore une fois, il appartient à cet honorable COPIL d'en décider la structure. C'est laquelle? C'est de dire aujourd'hui, nous avons un modèle social, aujourd'hui, où les entreprises cotisent pour les salariés et pour la cotisation et pour leur société, et leur permettent aujourd'hui d'accompagner ces reversements. Ce que nous souhaitons, c'est que soit sanctuarisé en Guyane pendant un minimum de 10 à 15 ans un fonds représenté, un fonds pour le RSA, un fonds pour l'emploi, un fonds pour les cotisations sociales, et ce pendant entre 10 et 15 ans, c'est-à-dire que ces fonds récoltés par les entreprises guyanaises seraient sanctuarisés pour la Guyane. Et pendant ces 10 ans, il appartiendra à la nouvelle collectivité autonome de Guyane d'en déterminer comment elle imaginera son modèle social et son système de reversement. Car il est important qu'il faut sanctuariser ces fonds. Il ne faut plus aujourd'hui que tout ce qui est reversé à la CGSS ou à d'autres caisses ou organismes reparte sur l'Hexagone, mais sanctuarisé pendant une quinzaine d'années, ce qui permettra qu'à la sortie de cette quinzaine d'années, la Guyane aura et sera autonome dans son modèle de reversement social. Voilà. Et je voulais peut-être que Mme Darmagy revienne sur l'essentiel de ce document, c'est la transversalité qu'il existe entre plusieurs pôles de développement économique du territoire. Bien oui, au terme de nos échanges, nous avons dégagé deux réflexions qui sont revenues de manière récurrente au travers des 3 ateliers menés, qui sont que nous avons considérées comme des questions de préoccupation majeures et qui sont transversales. Donc la question normative qui revient, M. Levesque l'a un peu évoqué tout à l'heure concernant les fonds européens, qui sont importants certes, mais qui sont très contraints dans leur accès. Mais donc la question normative, tout d'abord, il s'agit d'apprécier réellement en quoi elle constitue un frein d'accès aujourd'hui au financement disponible confronté à la réalité des besoins de développement en Guyane. Je crois savoir et je sais que la CTG lancera prochainement une étude spécifique sur ce sujet pour apprécier en détail, de manière fine, qu'est-ce qui nous bloque dans la contrainte normative européenne. En réponse au moins partielle à cette question et en attendant cette étude qui sera majeure, on peut imaginer, certains l'ont évoqué, que l'article 343 du traité de fonctionnement de l'Union, qui aujourd'hui nous ouvre la porte à une certaine reconnaissance de spécificité, mais qui n'est pas guyanaise, qui est une spécificité RUP, donc région ultra-périphérique, on pourrait étendre ce statut d'exception à la situation guyanaise en particulier, pour mettre en exergue ces conditions singulières, y compris par rapport aux autres RUP. Donc il s'agirait peut-être d'un article 349 bis qui serait spécifique, qui reconnaîtrait notamment les conditions singulières de la Guyane en termes environnementaux. Alors on a écrit le poumon de la France, tout le monde le comprendra, grâce à votre forêt, sociale, donc une croissance démographique les plus dynamiques de France, hors Mayotte évidemment, ou encore économique avec le PIB par habitant le plus bas de France, hors Mayotte encore une fois. C'est une des pistes de recherche, mais je pense que l'étude de la CTG qui sera lancée prochainement sur l'appréciation réelle des difficultés liées à la question normative est essentielle. La deuxième question, je me rends compte que la numérotation n'est pas bonne dans le PowerPoint, j'en suis navrée. La deuxième question transversale porte sur la question de l'informel, qui traverse également nos questions en termes financiers. Comment mieux mobiliser le potentiel fiscal guyanais en s'assurant d'un système déclaratif efficient de revenus, comme de foncier, de contrôle au poste frontière, d'intégration sociale, puisqu'on l'a un peu évoqué tout à l'heure, 70% des enfants n'ont pas pour langue maternelle le français, mais en plus coexistent 17 langues vernaculaires, alors que les scientifiques estiment qu'au-delà de 3, on ne sait plus faire, ou encore d'activités économiques à se réapproprier, comme la pêche ou l'exploitation minière. Voilà, c'était les grandes questions transversales. Si je peux me permettre, Monsieur Levesque, et si vous m'y autorisez, je voudrais juste dire qu'il y a autant de solutions
que de questions qui ont émergé de ces débats, de ces échanges, dont notamment on veut être autonome. À quelle fin? Il nous faut un projet économique et social partagé, et avec quels moyens? C'est la question auquel on a tenté ici de répondre. Je vous remercie, Madame Darmagy. Alors, je voulais juste rajouter ce qui est sorti en conclusion de ces travaux. C'est effectivement un besoin d'aller sur des filières, sur le développement des filières et accompagner des filières. Mais il est important aussi de noter que nous ne pouvons pas, comme nous l'avons essayé depuis très longtemps, essayer d'accompagner toutes les filières en saupoudrant en permanence toutes les filières en espérant qu'elles montent tous. Aujourd'hui, il est important qu'une fois que nous serons dans cette collectivité autonome de Guyane, c'est qu'il faudra, avant ou pendant, se poser la question quelle est la filière que nous souhaitons être la locomotive de toutes les autres filières économiques de notre territoire. Donc il appartient, comme je l'ai dit tout à l'heure, après la restitution de ces travaux, à cet aimable COPIL, de pouvoir aujourd'hui avoir proposé, je dirais, une nouvelle résolution, voter une nouvelle résolution, et sur laquelle je reste à votre disposition s'il y avait des questions. Merci, collègue Jean-Luc. Monsieur Fabien Canavi. Monsieur le Président, sans remettre en cause vos compétences et votre légitimité, je voudrais quand même poser un problème sur l'absence excusée du président de la CTG. Il y a aujourd'hui une course binationale à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Le président rencontre le gouverneur de la MAPA, mais il me semble que des relations en matière de coopération régionale, elles s'établissent dans un cadre d'échange organisé et programmé où l'importance de notre COPIL d'aujourd'hui aurait dû faire comprendre au président la nécessité de sa présence parmi nous et de s'organiser avec le gouverneur de la MAPA pour une rencontre à une autre date et un autre lieu. Ensuite, je voudrais souscrire, en fait, de toute façon, le MDES fait partie du front, et donc je partage totalement les propos de Maître Donzenac sur la méthode, parce que on est en train de compartimenter la démarche. Vous organisez des rencontres, des réunions à part, après vous faites des restitutions, donc nous sommes tous sur le même bateau, et vous voulez compartimenter les choses, et à quoi ça sert? C'est quoi le but de la manœuvre? Et sans remettre en cause les compétences de Mme Darmagy, loin de là, je pense, et on a à plusieurs fois évoqué les termes de M. Aliker, et souvent nous les faisons nôtres, qui disait qu'il n'y a pas de meilleur expert des questions de la Guyane que les Guyanais, pour paraphraser Aliker qui parlait des Martiniquais. Donc, je vais prendre un exemple pour illustrer le propos, et pour dire que là aussi il y a un problème de méthode. L'informel. Vous pensez que les gens sont dans l'informel, ils décident de se réveiller et puis de dire « je vais me mettre dans l'informel ». Vous pensez que la mère de famille qui a 2 enfants sur le siège, sur le porte-charge, et un entre ses jambes sur un scooter pour emmener ses enfants à l'école, elle décide en se réveillant qu'elle va prendre des risques pour sa progéniture. Parce que le formel lui-même, le transport, il n'est pas formalisé. On est en train de subir depuis des mois un chantier de TCSP, des années, d'accord, qui casse nos voitures, qui crée des embouteillages, mais qui ne va certainement pas résoudre le problème du transport. Mais c'est un exemple parmi d'autres.
Donc les activités informelles, quand vous n'avez pas accès à la citoyenneté, quelque part, on vous plonge dans l'informel. Donc si dans l'approche, nous n'avons pas une approche globale pour remettre en cause la manière dont ce pays-là est organisé, et si nous ne sommes pas en rupture avec ce que nous impose, ça n'ira pas. Parce que j'ai entendu une fois de plus parler de dérogation. Et chaque fois qu'on demande des dérogations, on doit subir. Et ces dérogations nous sont données pour un temps. Et il n'y a pas d'évaluation. Et on est à chaque fois en train de nous imposer des règles qui ne sont pas adaptées. J'ai vu que vous avez cité la norme. C'est aujourd'hui que vous voulez lancer une étude sur la norme. Depuis 1997, lors des États généraux auxquels le président Serville a participé, la question de la norme était posée. Vous avez le témoignage de l'ancienne conseillère territoriale, Mme Gabrielle, qui citait son exemple dans le cadre pour l'agriculture. Gabriel Nicolas. Et M. Sinaï, qui en 1997, qui expliquait comment il aurait pu réduire de 40% le prix de ses autocars s'il allait les chercher au Brésil. Quand vous allez à São Paulo, vous avez Volvo, Mercedes, Scania, Renault, Peugeot qui ont des usines là. Et on nous fait comprendre que ces autocars qui sont construits au Brésil par ces marques-là ne pourraient pas circuler en Guyane. Et du coup, on nous les fait payer 40% plus cher. En tout cas, on pourrait les payer 40% moins cher si on allait les chercher au Brésil. Eh bien, j'espère que le président Serville évoquera cela avec le gouverneur de la MAPA. Et donc, la question de la norme, elle se pose en ces termes-là. Et c'est à nous de définir notre modèle. Et pour pouvoir définir notre modèle avec les chefs d'entreprise et leur dire aussi un certain nombre de vérités sur les marges qu'ils font, parce que justement, plutôt que de se confronter à ces contraintes-là et à ces règles-là, eh bien, la solution, c'est d'augmenter les prix. Et nous, les consommateurs qui sont en bout de ligne, c'est nous qui payons à l'arrivée. Parce qu'on est avec des marges excessives. Donc, il s'agit d'être en rupture avec cet état de fait que nous subissons. Et être en rupture, eh bien, c'est déjà, au niveau de la méthode, travailler ensemble, se rencontrer, se concerter, échanger, se dire franchement les choses, et que peut-être de là va émerger la solution. Mais vouloir compartimenter le débat tel que vous le faites actuellement, aujourd'hui avec les autochtones, demain avec les Bushnégés, après-demain avec les chefs d'entreprise, après-demain avec les syndicats, mais à quoi sert le COPIL ? Oui, je veux. En ce qui concerne le message pour le président Serville, je vous laisse le choix vous-même, M. Fabien. Je vous connais assez joc pour ça, de lui faire vous-même. Je ne transmettrai pas ce message. En ce qui concerne, alors, vous parlez de compartimenter. Lorsqu'on prend une AMO, comme on l'a fait pour déblayer le terrain, à chaque fois nous sommes revenus, avant de valider ce document, nous sommes venus ici, devant vous, et nous avons discuté et amendé. Ça voudrait dire que les résultats du travail préalable qui a été fait, je pense pour une raison d'efficacité. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité, je ne suis pas un spécialiste de la finance. On fait appel à des spécialistes qui peuvent nous présenter un travail, bien entendu, sur la base de ce que nous leur proposons et notre vision. Ils nous préparent un travail et nous venons là, mais c'est ce qu'on est en train de faire. On n'a pas compartimenté, on a fait ce qu'on fait, on a sapigé, et puis voilà, maintenant on est devant vous, et on va arriver à sortir une résolution qui tient compte, bien entendu, de vos observations. Je vous rappelle que le monde économique nous l'a reproché, le monde économique l'a dit,
nous allons vous préparer quelque chose. Et je rappelle une chose, depuis le début, depuis les toutes premières réunions, je l'ai dit, je fais appel à tous les participants. Si vous avez une connaissance particulière ou vous avez des experts dans les domaines particuliers, de nous les présenter, de nous mettre en relation pour qu'on travaille. Ça, on l'a fait. Voilà, j'en ai terminé. Alors, est-ce qu'on peut... J'aimerais bien qu'on débatte... Alors, les histoires de philosophie, Nous, on a une résolution à travailler. J'aimerais bien qu'on revienne sur le sujet de la résolution, mais l'autocritique de une telle, je ne pense pas que c'est une réunion de travail. Donc j'aimerais bien qu'on revienne sur le document lui-même et qu'est-ce qu'il y a à apporter. Alors, oui, Yvonne Goua, je demande la parole, s'il vous plaît. 2 minutes. Monsieur Levesque va intervenir, et puis après Madame Delard, et après ça sera vous. Merci. Monsieur le Président, avant de laisser le COPIL discuter et échanger sur l'ensemble des documents, donc je voudrais remercier Madame Darmagy, la libérer. Je rappelle encore une fois que ce sont le fruit d'une rencontre, ce sont des éléments de proposition qui ont été posés et qu'il n'appartenait pas ni au pôle économique ni à l'AMO qui nous accompagnait de rédiger, je dirais, une proposition, mais cela doit pouvoir juste constituer des éléments de travaux. Donc vous me permettrez de libérer Madame Darmagy avant que le COPIL puisse débattre sur l'ensemble des éléments. Merci. Merci Madame Darmagy. Bon, c'est dommage que tout le monde n'ait pas pu participer à la visio, mais en tout cas, on a entendu vos explications et nous vous remercions. Madame Delard, c'est à vous. Excusez-moi, je trouve vos propos déplacés. Je trouve... Non, justement, je finalise. Je finis. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire le procès de quiconque, bien au contraire. Bien au contraire. Il y a une réunion de travail qui se fait. Les critiques sont ciblées sur le fait que certains n'ont pas pu assister à certains travaux. Ce sont des critiques justifiées. Pour ma part, ma remarque concerne principalement les documents sources. Ils ne sont pas datés. Donc mon équipe d'experts et d'analystes ne peuvent pas plancher sur le document que vous nous avez fourni. Donc on aurait aimé avoir au moins une copie de ces documents pour pouvoir faire le travail d'approfondissement dont on a besoin pour discuter. Merci. Alors, qui est-ce qui avait demandé la parole en vidéo? Madame Goua. Madame Goua, c'est à vous. En audio. En audio, c'est à vous. D'accord. Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Par rapport aux documents et au sujet, fiscalité et le monde économique, ma remarque sera qu'on a eu des échanges, on a fait des ateliers et nous nous étions arrêtés sur, des actions à mener. C'est dommage que la dame, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, s'en aille. Si c'était votre expert, il faudrait qu'elle reste jusqu'à la fin des débats, en tout cas sur ce thème-là. Parce que derrière, nous avions demandé, dans les COPIL, à avoir justement, vous l'aviez dit, des experts et surtout en fait des éléments que normalement la collectivité territoriale de Guyane devrait pouvoir nous fournir. C'est-à-dire, enfin je remonte dans normalement des comptes rendus que vous avez, c'est-à-dire déjà qui a bénéficié des fonds européens, vous avez mis des montants, mais exactement quel type de secteur, quel type de filière. Ça pourrait aller dans le sens d'ailleurs de l'élu qui a travaillé sur le sujet en disant voilà, ça pourrait peut-être identifier les filières qui ont le plus besoin justement d'accompagnement et de mesures spécifiques. Et en fait, on fait des réunions, mais on n'a pas les éléments sur lesquels nous nous sommes arrêtés et sur lesquels nous avions convenu une méthode de travail. Donc là, ce qu'il nous manque, c'est à quelle date on va pouvoir travailler avec les experts et pouvoir avoir des éléments sources, comme disait Madame justement Delard, mais des éléments sources factuels qu'on n'irait pas inventer. Qui a bénéficié de ces fonds, quel montant ça représentait, quel type de filière, qui n'en a pas bénéficié surtout,
puisqu'on aime mettre en avant les 600 millions d'euros d'Europe reçus, mais combien de millions n'avons-nous pas eu et bénéficié à cause des problèmes de normes ou tout simplement de montage de dossier, parce que ça aussi, il va pas falloir se le cacher. Donc, est-ce qu'on pourra avoir des éléments de réponse sur comment on va travailler à partir d'aujourd'hui, parce qu'on nous présente un copil où on doit prendre une décision, où on doit aujourd'hui statuer sur une proposition de résolution, mais pour moi, les éléments en amont et les éléments de travail, justement, n'y sont pas. Bien. Collègue Jean-Luc, tu as... Juste pour... on ne rentre pas dans la polémique. Et Madame Delard, vous nous avez écrit de votre présence au COPIL le 11. Vous auriez pu, dans ce même document... Non, attendez. Excusez-moi, nous travaillons avec d'autres acteurs dans le front. Et tout le monde a reçu les mêmes documents. Bon, dites-moi, si vous ne voulez pas que je parle, vous me le dites. Non, parce que vous êtes dans une polémique. Donc je vous arrête de suite. On est là pour travailler, pas pour entrer dans une polémique. Madame, vous l'avez dit. ça, c'est du factuel. Vous nous écrivez le 11, vous ne nous demandez pas justement ces documents-là. Donc aujourd'hui, nous sommes le 14. Alors, les documents de la... Je pense, Jean-Luc, c'est possible qu'on puisse remettre le document de travail de l'expert. D'ailleurs, elle fait référence, vous avez bien vu, il y a deux choses. Vous vous souvenez, lorsque le sénateur Patient même l'a dit lors de la présentation d'un certain nombre données sur la fiscalité, que c'est extrêmement difficile d'avoir des chiffres officiels du gouvernement. Elle le redit encore dans le document, elle donne ses sources, donc on a un certain nombre de références qu'on pourra vous transmettre et travailler avec vos experts. Oui, Jean-Luc ? Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, pour conforter la demande de Madame, bien entendu, les documents, tout ce qui est écrit dans ce document sur lequel nous avons travaillé avec le monde économique est sourcé, vous imaginez bien, et que si vous en faites la demande, mais il est entendu que l'ensemble du COPIL peut l'avoir. Je voudrais juste faire un petit point de recul dessus. Rappelons-nous, quand nous venons en congrès, dernier congrès, nous étions sur le point de voter la résolution telle qu'elle était avant. Le monde économique trouvait que c'était beaucoup trop synthétique et qu'il était important de l'étoffer. Ce travail, je le dis encore une fois, alors peut-être ça m'oblige à avoir deux positions qui sont un petit peu compliquées, c'est que là je me sors du COPIL quand je le fais ce travail. C'est un travail de consultation que le président confie au pôle économique. Donc j'accompagne le pôle économique et je travaille dessus. On travaille sur ce projet qui va venir amender le travail que vous aviez déjà fait. Attention, il n'y avait pas rien, on n'est pas parti d'une page blanche. Je vous rappelle qu'avant le dernier congrès, il y avait déjà eu un travail de fourni qui avait été... On n'a fait que faire des propositions pour étoffer les deux articles qui régissaient l'économie. Donc aujourd'hui, ce qui est demandé, ce qui a été fait, c'est qu'il y a un travail qui a été fait, il est sourcé, il peut être transmis à tous les membres de ce COPIL, et je vous rappelle qu'il a déjà été présenté aussi bien à l'exécutif, aussi bien, je dirais, à nos représentants sénateurs et députés, et aujourd'hui, il est présenté au COPIL. Et il vous appartient, ou non, d'amender le document qui était prêt au vote dès le dernier congrès. Merci, madame. Oui, député Rayman, il y a la parole, s'il vous plaît. Oui, alors, on va essayer alors. Combien de personnes demandent en audio pour que je puisse noter, s'il vous plaît? Ivan Goa après M. Rayman, s'il vous plaît. Ivan Goa Rayman. Et ici, là, il y a... Attendez, Madame Goa. Ah, Madame Prévost-Madère, pardon. Donc, oui. Goa, Prévost-Madère, Rayman, ça c'est en audio. Et là, on a Monsieur Fabien Canavi, Doznak, Monsieur Achille.
Très bien. Monsieur Fabien, c'est à vous. Non, comme vous avez levé la main en premier, c'est pourquoi. Non, c'est bon. Bon, alors on va passer à monsieur. On va prendre ceux qui n'ont pas encore intervenu, de préférence. Donc on commence par monsieur Riemann. Merci, Monsieur le Président. J'espère que tout le monde m'entend. Bonjour à toutes et tous. Donc, j'ai écouté les interventions concernant le volet économique et les travaux menés. Alors, moi, je n'étais pas présent parce que j'étais sur Paris à l'hémicycle au moment où la représentation s'est faite aux députés sénateurs. Je n'étais pas présent. Bon. Moi, j'ai un souci sur la méthodologie et qui est sur le travail qui a été fait, puisque j'ai échangé avec le directeur de cabinet sur la manière dont ça a été fait. Si M. Le Ouest se rappelle le jour du congrès, j'avais expressément demandé, par rapport au débat qu'on a eu à un moment donné sur le volet économique, à être présent lors des travaux, lors des prochaines réunions qui auraient eu lieu avec le monde économique, pour pouvoir participer aux travaux. Il n'en a rien été. J'ai relancé le directeur de cabinet en ce sens-là. Il m'a été retourné que c'est un choix qui a été fait de la part de la collectivité d'aller dans ce sens-là. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? C'est parce que sur le document tel qu'il est présenté et tel qu'il en ressort, moi j'ai un souci sur le fait que, en fait, il n'y a pas vraiment de stratégie validée. Sur quoi on s'appuie pour effectivement permettre à la collectivité autonome d'avoir un certain nombre de ressources. Il y a des hypothèses qui sont émises sur la base après du calcul qui est fait par rapport à ce qui est versé par les différentes institutions au niveau du territoire guyanais. Mais derrière, après, c'est-à-dire qu'économiquement, quelle est la trajectoire que l'on décide de prendre collectivement en s'appuyant sur les entreprises locales, mais comment les faire développer aussi parallèlement, puisque tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, l'économie est tenue à 90% par la commande publique, tout confondu. Hein. Derrière, lorsque M. L'Ouest dit effectivement, lorsque la collectivité autonome sera en place, c'est à ce moment-là qu'elle devra regarder, valider quelle sera la filière, quelle sera la locomotive économique du territoire. Ben non, justement, à mon humble avis, il faut définir ça en amont pour faire les investissements nécessaires pour tout ça. En plus, lorsqu'on parle de développement économique, aujourd'hui, est-ce que le territoire est structuré dans sa globalité pour qu'on puisse parler de développement économique à l'échelle du territoire guyanais, en prenant dans sa globalité entière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a un niveau d'investissement public à évaluer afin de structurer le territoire globalement pour permettre justement après ce développement économique. Mais cette structuration globale qu'on doit évaluer pour financer afin d'amener aussi ce développement global du territoire, tout ça doit se faire de choix stratégiques, à savoir quel type de développement on souhaite, comment et à partir d'où. Parce que chaque partie du territoire a ses atouts. Et donc, on ne pourra pas et on ne devra pas faire tout au même endroit de la même manière. Donc, nous aussi, dans le modèle qu'on souhaite faire ce développement-là, ça doit passer par aussi notre vision partagée pour arriver à un consensus et derrière, mais par rapport à cette vision partagée validée, voilà le plan stratégique, voilà le plan de financement et voilà comment la collectivité va mettre en place les actions nécessaires à arriver à tout cela. Donc, le souci qu'il y a là, et je peux comprendre après la réticence ou les questionnements du monde économique, c'est parce qu'en fait, on est sur des hypothèses plus ou moins fortes, mais il n'y a pas de stratégie arrêtée, validée pour dire, on va dans ce sens-là, et ensuite nous verrons. Donc, moi, c'est dans ce sens-là que j'ai un petit souci, et je voulais faire cette intervention-là, donc directement par rapport au document et ce qui est proposé aujourd'hui. Et je m'en arrête là pour le moment. Merci. Oui, après M. Riemann, c'est Madame Madère Prévost. Oui, bonjour à tous. J'ai souhaité faire cette intervention suite à vos propos, Monsieur le Président. Vous avez dit que le monde économique s'est engagé à produire après, en fait, je suppose, après avoir vu des experts, donc produire des propositions. Moi, ce que j'aime voir des 3 réunions qui se sont tenues avec le monde économique, c'est que nous, issus du monde économique, avons fait valoir à
la collectivité, aux représentants de la collectivité, qu'il était nécessaire. Il y avait des chiffres qui étaient issus effectivement des recettes donc connues sur le territoire, mais qu'il était nécessaire, nous considérions qu'il était nécessaire que la collectivité puisse avoir des experts dans plusieurs des domaines, puisque bon, il y a tout ce qui est fiscal, mais il y a tout ce qui est aussi social, qui est payé aussi par le monde économique et les salariés. Donc, qu'il fallait ces experts pour pouvoir définir très précisément quels étaient le niveau donc des charges des recettes et pour pouvoir ensuite qu'on puisse s'assurer que le monde économique n'aurait pas à pouvoir perdre tel ou tel dispositif qui lui permet pour l'instant d'exister et pour s'assurer également que la collectivité, l'entité qui gérerait la Guyane autonome aurait les moyens financiers de pouvoir le faire, voilà, avec toute l'autonomie financière nécessaire. Mais en tout cas, à aucun moment, le monde économique s'est engagé à faire cette étude. Je voulais vraiment mettre voilà, les choses au clair. Avant de le dire, je me suis permis d'appeler deux présidents de champs consulaires et qui m'ont dit que eux-mêmes ils n'avaient jamais parlé de cela. Et nous, leurs représentants, n'avons pas tenu de tels propos non plus lors des 3 séances qui se sont tenues. Merci, Madame Madère, mais juste pour faire un éclaircissement, hein, je ne sais pas si peut-être que vous avez mal compris ou alors je me suis mal exprimé. Le travail, la rencontre avec les socioprofessionnels ne venait pas d'imposer au monde de l'entreprise de nous fabriquer une démarche. Hein. C'était une demande du monde socio-économique de rencontrer la collectivité, l'AMO, de façon à échanger. Ils ont estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment informés, en tout cas pas suffisamment contactés dans des échanges bilatéraux pour pouvoir affiner un document. Voilà, donc si peut-être dans mes propos, mais il était nullement question que ça soit le monde économique qui fabrique le document de façon à présenter au COPIL. Voilà. Ensuite, on a comme... Oui. Non, c'est voilà, clair. donc... Effectivement, c'est tous les deux là maintenant, oui, nous disons bel et bien la même chose alors. D'accord. Ok, merci, Madame Prévost-Madère. Alors, donc on a fait Prévost, on a fait Madame Goua. Madame Goua, parlez, non? Oui, non, pas encore. Attendez, en fait, est-ce que je suis dans le bon tempo? Vous avez déjà intervenu? Vous êtes déjà intervenu ou pas? Pas la deuxième fois que j'ai demandé la parole. Ah, c'est la deuxième fois. Alors, on va passer à M. Achille avant et puis après, ça sera à vous. Ok, pas de souci. Merci, Président. Bonjour tout le monde. Donc, nous pas l'intention d'intervenir aujourd'hui là, puisque à nos premières participations, en tant que Mayori, Nonofi, la Guyane, nous te les présenter nous comme Timoso, mais nous qui juste dit ça, non nous parti qu'à signifier. Mayori a metté nous ensemble, Nono à la terre en Kaligna, et fille à la liberté en Aloukou. Donc nous baillons ça, nous partis ça non, pour bien montrer qui, dans nous positionnement politique, a construit, que ça nous appelé les communautés de base du peuple guyanais, a construit sa pays. Et à pour ça, dans une présentation à sous sa document fiscalité et ressources financières, nous avons étonné nous quoi qui il n'y a pas de compensation pour le fait colonial. À politique, nous avons fait. Et là, nous avons fait politique.
et en préambule les accords de Guyane, le gouvernement français a même signé qui a Li et Li Runso, en tout cas en grande partie, qui est responsable des situations sociales, économiques, la Guyane, et qui en donne une situation catastrophique. Et moi, je pense qu'à l'instar de ça qui fait tout partout, dans ce type de processus, changement de nature, nos relations, qui puissance qui a administré nous, il gagne sous-marqué pour compenser tous ces désordres qui le fait colonial engendré. Il faut nous mettre à la politique nous qu'a fait. Et là, nous qu'a dit ça, nous pas les fâcher, nous, ni que le peuple français, ni que le gouvernement français. Mais, tu ne peux pas massacrer un peuple, tu ne peux pas faire en sorte qu'une économie dédiée uniquement à taux enrichissement, et puis à un moment donné, là, il y a commandé tout qu'on compte, tu ne peux pas compenser ça fait. Donc, il ne faut pas lui dire ça. Deuxième bête, ça a bien dit gain à vie le monde de l'entreprise en Guyane. Mais en même temps, nous sommes dans une économie de comptoir. Et nous regardons, nous montons d'un chiffre, 92% de ces entreprises à des TPE. Mais au moins 80% de ces entreprises de la Guyane à le commerce et les services. Alors que nous sommes un pays qui est plein de potentiel. Et qui, si nous sommes dans une logique économique, le gros des troupes de l'entreprise a été divers le secteur primaire et le secteur de l'industrie. Donc là, nous commandons des gens qui, dans le commerce et les services, il y a avis à sous améliorer le système, il y a améliorer l'économie de comptoir. Et nous, si nous là, parce que politiquement, nous, les qui nous compatriotes, vivent mieux, à pour sortir de cette économie de comptoir. Et à penser l'industrie, penser le développement du secteur primaire. Et à pas les gens qui, au capitanat des services et du commerce, qui peut penser le primaire, ou qui peut penser l'industrie. Parce qu'il n'y a pas la même logique. Une chef d'entreprise qui a vendu un produit qui fabriquait des ronds n'a pas la même logique qu'une chef d'entreprise qui a transformé ou qui a cherché une matière première. Donc, il faut nous savoir ça nous a fait. Là, nous a coûté, nous, monde économique, et il faut nous atténuer les positionnements parce que nous, la politique nous a fait. Et nous parler demain, on donne Guyane autonome, ou en donne Guyane qui changeait son nature, son rapport qu'est la France, retrouvez-nous encore en donne même configuration économique, côté 80% d'une entreprise à commerce que service et café. Nous les lots, nous les pétroles, nous les dents bois, et nous les manufactures. Coup ça qu'a passé dans tout pays qui a un potentiel la Guyane. Il n'y a pas la peine nous demander changements nature, nos relations qu'est la France, si nous les rétons dans le même paradigme entrepreneurial économique. Ça roule. Deuxième bête. En termes de compensation, nous avons un problème. M'entendez qui nous a fait une étude à sous handicap les normes européennes en Guyane. Mais tous les jours, nous avons hein? Lors d'un week-end, il y a 3 petits jeunes qui ont les normes européennes. L'auto dans chaque avion à 50 000 yekachembe à les normes européennes. Nous ne pouvons pas dire mieux, et Mouka plagier M. Canavi, qui c'est Gabriel Nicolas, qui était sous les 73 hein? À peine révolutionnaire, Madame Gabriel Nicolas, ni dans son parcours social, ni dans son héritage familial. Hein? Mais lui-même, t'es qu'à dire qu'il est qu'à lâcher un tracteur qui part en capacité du travail en Guyane, et là, il y a des problèmes de maintenance, de réparation, il oblige à chercher ses pièces en France, et bien, tu as qu'à décaler toute sa productivité à sous son exploitation. Alors que ce même tracteur, il peut prendre au Brésil
10 fois moins cher, et là, il y a un problème de maintenance de pièces détachées, ben, tu as qu'à arriver plus rapidement.